l'entreprise qui fait un rapport RSE, il a aussi cette volonté de satisfaire son actionnaire, la communication externe. Et là, on ne dit pas greenwashing, tu vois. Alors, à part sur des grosses entreprises avec des secteurs d'activité controversés, dont j'éviterai de citer le nom, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est pareil chez nous. Nous, on va nous accuser de greenwasher. Alors, on peut aussi prendre le contre-pied et dire, ne faisons plus rien. Tu vois donc, et là, on viendra aussi te dire, oui, mais c'est pas acceptable. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que faisons-nous? Et donc, les clients, on a certains qui sont vraiment convaincus, d'autres qui se sont laissés embarquer, qui sont arrivés en mode, mon actionnaire me le demande, faut le faire. Et puis, tu le vois, il se prend au jeu. Il va trouver le sujet intéressant. Quand il trouve le sujet intéressant, il va te poser des questions, il va te challenger, il va dire, mais du coup, on pourrait même pas faire un peu mieux? Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Marie Valgobaum. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Sarah. Ta bio. J'aime bien mettre les auditeurs dans la confidence de qui tu es. Ça fait très solennel. Tout à fait, tout à fait. Prends un peu de recul parce que parfois c'est un peu dur de... Je comprends. Ça fait beaucoup pour la même personne. Donc tu es en charge du développement des produits d'investissement responsables pour une grande entreprise française de gestion d'actifs. Oui. Tu es titulaire d'un master en droit des affaires de l'université Paris 2 Panthéon-Assas et d'un master 2 en affaires internationales et gestion de projet de l'université Paris Dauphine. C'est bien ça. Ça pose le cadre. Et depuis 18 ans, tu es dans la même entreprise, donc bravo pour ça. Il y en a de moins en moins, donc bravo pour ça. Et tu es un pur produit du coup de cette entreprise tu as eu plusieurs vies. Oui. Tu vas nous en parler, des fonctions différentes, du middle office à l'investissement responsable. Il n'y avait qu'un pas ou presque, et tu l'as franchi. J'ai essayé. Donc, tu vois, et finalement, ce qu'on va comprendre, j'ai l'impression, c'est que tu as un parcours finalement assez peu classique, alors que tu es dans un secteur assez traditionnel, mais tu as su t'adapter, apprendre, et tu transmets avec énergie et une motivation qui semble intacte malgré les années. C'est vrai. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Comment on se connaît? Pauline Le Détroidec qui est venue dans le podcast. Pauline qui est associée au cabinet La Tournerie Wolfram. Et elle a souhaité entendre ta vision de l'expérience collaborateur dans Résonance. Donc Pauline, si tu nous écoutes et tu nous regardes, merci. Voilà. On a un rituel dans Résonance. Je t'invite à piocher une question. La question mystère, exactement. Allez, la orange me tente bien. Allez, fais voir, je vais te... Ah, c'est toi qui l'as dit. Allez, oui. Comme ça, il y a le petit temps de... Intéressant. Je me shoot à ma propre cam, parce que évidemment, c'est moi qui ai écrit les questions. Quel est ton antidote quand tu te sens énervé? Et qu'est-ce qui peut t'apaiser dans ces cas-là? Alors ça, c'est une très bonne question. Et finalement, peut-être qu'il ne faut pas que mon mari ou mes enfants regardent, ni même mes collègues, encore que je suis beaucoup plus calme au bureau qu'à la maison. Je suis très colérique. Je monte très vite dans les tours. Rien ne peut m'agacer. Et à 42 ans aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ce remède qui fait que j'évite de partir. Il me faut juste un peu de temps. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un remède, il faut que ça sorte. C'est une sorte d'exutoire. Une fois que c'est passé, donc j'ai appris à l'accepter et à ne plus culpabiliser, c'est déjà pas mal, même si je sais que pour mon entourage, c'est pas toujours très très agréable, mais non, du temps pour laisser sortir, cette émotion assez négative. Qui est une information. Voilà, et finalement l'accepter, mais j'ai pas trouvé cet antidote, et d'ailleurs si quelqu'un peut m'en trouver un, ce serait super. Alors, j'ai peut-être pas l'antidote, mais en tout cas, j'ai quelques exercices de respiration c'est vrai. Qui permettent de réguler le stress et donc les tensions. Alors ça, je le fais pour dormir, tu vois. Et ben voilà, et ben c'est peut-être un peu le même genre, en tout cas, quand tu montes trop en température, pour en tout cas la faire un peu redescendre. Donc éventuellement, hors caméra. Je note, je le tente. Donc on est dans le podcast de l'expérience collaborateur. Donc c'est une question qui m'intéresse parce que j'ai envie de dire qu'il y a autant de définitions que d'invités. Ta définition, toi, de l'expérience collaborateur? Alors, l'expérience collaborateur, pour moi, c'est comment est-ce que tu perçois ton environnement de travail, tes collègues, l'image de ton entreprise, ton développement personnel, ta rémunération, le contenu de ton job aussi, quand même, c'est hyper important. Mais finalement, pour moi, c'est un cadre. C'est est-ce que je coche des cases qui finalement définissent une bonne expérience collaborateur. Donc moi, finalement, la question clé, c'est pas tant
de définir un cadre, tout le monde est capable de se repérer dans son environnement dans lequel il évolue. C'est à la fin de se dire, est-ce que j'ai une bonne expérience collaborateur? Est-ce que cette expérience, elle favorise mon engagement, ma motivation, mon envie tout simplement d'aller travailler et de performer? Donc ça, pour moi, c'est de savoir, est-ce que j'évolue dans un terreau qui est favorable à mon épanouissement? Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cases qui pour toi représentent une bonne expérience collaborateur, et l'idée c'est qu'il y a un maximum de cases cochées. Question d'équilibre. Ok. Parce que dans ton quotidien, et je pense que c'est vrai pour tous les salariés, même pour les entrepreneurs, on n'a pas que des moments de plaisir dans une journée de travail. Il y a quand même une partie de ton activité, c'est pas là où tu t'éclates le plus. Il faut le faire. Est-ce que l'équilibre est respecté entre ce qui va vraiment me porter, me motiver, ce que j'aime faire intrinsèquement, et ce qui est une obligation? Donc ce cadre, ce tic de box, c'est est-ce que j'ai un équilibre qui m'est favorable et souhaitable? Okay. Peut-être pour situer, pour que les auditeurs et ceux qui nous regardent puissent un peu situer, que fait ton entreprise? Alors, mon entreprise est un gérant d'actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des clients, alors ça peut être des clients comme toi et moi, des particuliers, mais essentiellement des clients institutionnels, nous confient leur argent et on le place pour le faire fructifier. Donc, notre rôle premier, c'est la recherche de performance pour nos clients. D'accord. Donc, je l'ai dit, tu as fait presque toute ta carrière au sein de cette même entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, d'y rester et de t'y investir année après année? Je vais bientôt fêter mes 18 ans dans mon entreprise, donc ce qui, comme tu le disais auparavant, est plutôt assez, pas exceptionnel, mais en tout cas qui est devenu peu ordinaire. Alors évidemment, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses qui m'ont donné envie de rester. Alors, je te dirais d'abord les rencontres. Alors, je suis certes colérique, mais je suis aussi un animal social. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin d'interagir dans la vraie vie, de parler. Alors, de parler boulot, bien sûr, mais pas que. Alors, je te dis pas que ma recherche est d'avoir comme collègue que des amis. C'est pas le sujet. Mais j'ai besoin de créer un lien. Donc, je pense que les rencontres au fil de ces 18 ans ont été décisives. Enfin voilà, je vais y revenir après en plus de détails, mais voilà. Et puis j'ai eu la chance pendant toutes ces années de travailler avec des têtes bien faites, des gens hyper intelligents, hyper diplômés, hyper efficaces, bons dans ce qu'ils faisaient. Et ça, tu vois, moi ça me donne envie de me dépasser, de me mettre au niveau, parce que je pense qu'aussi j'ai quand même longtemps souffert du syndrome de l'imposteur, parce que tu as lu mon CV juste avant. Je n'étais pas vraiment destinée à travailler en finance. Donc, il y avait un petit côté pendant très longtemps que j'avais du mal à assumer de « excusez-moi de vous déranger, je vais faire le moins de bruit possible ». Et donc, être entourée de ces têtes vraiment bien faites, je pense que ça m'a aidée aussi. Ça a été une espèce de moteur au dépassement, à se dire « je ne peux pas passer pour une quiche à côté de gens surdiplômés » et en plus parce qu'il n'y a pas que le diplôme, mais qui utilisent à bon escient leur intelligence. Donc, vraiment, voilà, il y a eu ce cadre qui m'a plu. Et puis, les rencontres, moi, je mets un gros bonus aux affinités. Et aux affinités avec mes managers. Encore une fois, je ne demande pas à être copain, ami avec mon manager, mais il me faut cette envie de travailler pour les gens et avec les gens. J'ai envie de me dépasser pour quelqu'un. Et je pense que la réciproque, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, a été aussi assez vraie. Donc, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu cette envie de travailler pour et avec ces personnes. Et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'ils me l'ont bien rendu. Donc ça, c'est quand même le cocktail idéal en entreprise, surtout dans une grosse structure. Dans une grosse structure comme dans laquelle je travaille, les gens ont tendance à se dire « oui, mais t'es un numéro ». Non, je ne suis pas un numéro. Et il tient aussi à chacun de vouloir sortir du lot. Tu vois, il y a aussi cette dimension, alors qui est peut-être relative à l'ego ou plein de notions comme ça, d'être mis en lumière, de dire « Ok, mon travail a de l'importance, quel que soit le job que tu exerces dans une grosse structure, et il faut que ça soit mis en avant. » Et ça,
même quand tu le veux très fort, si ton manager n'est pas supportif, ça va pas fonctionner. On peut avoir de l'ambition, c'est pas un gros mot. Hein. Ah non. Ça veut pas dire qu'on veut écraser tout le monde. Absolument. Et qu'on veut... Mais je trouve que ce que tu évoques, en tout cas, c'est à ça que ça me connecte. Et quand tu dis des gens pour qui j'ai eu envie, qui m'ont donné envie de travailler, c'était quoi? Qu'est-ce qui te donnait envie? Alors, j'ai entendu des gens intelligents, visiblement. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui faisaient que, en fait, tu avais envie de bosser pour eux, tu avais envie de te dépasser? J'avais envie de te dire, ils n'avaient presque pas besoin de te manager ou te mettre la pression parce que tu te la mettais toute seule pour être au niveau, ce que tu disais un peu. C'est quoi les petits trucs en plus pour les managers qui nous écoutent, c'est quand même important pour eux de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a envie de bosser pour quelqu'un. Alors moi, je vais prendre un exemple concret et je vais même citer son prénom, soyons folles. Moi, j'ai en tête mon manager d'avant, donc Jérôme, qui m'a recruté dans son équipe il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Alors depuis, ce n'est plus mon manager. Et en fait, c'est cette personne qui vous transmet ce petit truc en plus. Ce petit truc en plus, c'est qu'il a plus confiance en toi que toi, tu n'as confiance en toi. Il croit en toi. Il croit en toi et il te le transmet. Il te dit non, tu peux y arriver. Oui, mais non, c'est pas oui, mais tu peux y arriver. J'en suis certain. Donc, vas-y, fonce. Et ça, je trouve que cette confiance et cette surdose, si tu veux, cette petite dose de confiance qui te manque, toi, naturellement, par timidité, par plein de complexes, lui va te la donner, en fait. Et ça, moi, je trouve que c'est assez génial. Et ce qui est rigolo en plus, c'est que quand il m'a recruté, je voulais pas postuler à son poste. C'était, c'est un poste trop senior pour moi. Encore désolée, je ne fais que passer. Et en fait, on s'est rencontrés de manière informelle autour d'un café, comme ça se fait, ou en tout cas, ça se faisait beaucoup à une époque en entreprise. Et ce café, en fait, s'est avéré être un entretien. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Et il y a un petit côté presque mielleux à ce que je vais dire, mais je pense que ça a été une évidence en fait, le fit, ça passe. Et très vite, lui m'a dit, ok, c'est toi et personne d'autre. Alors toi, tu te dis, alors t'es hyper valorisé sur, tu as le petit ego boost assez agréable, mais au-delà de ça, il y a vraiment eu un match complet où lui m'apporter cette dose de confiance supplémentaire et tout en me donnant aussi un cadre, alors qu'il n'était pas du tout micro-management, en disant en termes de comportement, tu pourrais ajuster ça, ou en termes de réseautage, tu devrais t'adresser à un tel, ça pourrait être utile, etc. Donc vraiment, pas sur le fond, mais sur la forme. Donc vraiment, ce cadre, je trouve qu'il est important aussi à un certain moment dans ta carrière où tu es senior, où c'est pas de la technicité que tu attends de ton manager. C'est, OK, comment est-ce qu'on peut envisager le next step. Et ça, Jérôme, clairement, me l'a apporté et de manière, je pense, subtile. C'était pas frontal. C'était OK. Bon, allez, on va la cocooner, mais on va surtout lui donner envie d'avancer plus loin. Donc ça, vraiment, beaucoup de chance. Ouais, j'entends aussi ce côté, alors qui n'est pas que féminin, mais que j'entends quand même plutôt chez les femmes. Parce qu'un gars, tu lui proposes une promotion, tout de suite, il dit « Ok, je signe où ?» Enfin, je ne veux pas généraliser, mais voilà. C'est vrai que ce que j'entends souvent, c'est les femmes, finalement, si elles n'ont pas 120% des compétences, si elles ne cochent pas 100% de toutes les cases du job, on dit « Oh, je crois que ce n'est pas fait pour moi. » Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends. Mais ça, il faut se faire violence. Hein. Tu vois, c'est... si on nous propose un poste, c'est qu'à priori, la personne, elle est intelligente. Si elle nous le propose, elle n'a pas envie d'aller au casse-pipe. Alors, a priori, elle pense qu'on a vraiment les compétences. Les erreurs de casting existent tout le temps. Mais, et je pense qu'en effet, et c'est certainement vrai dans les grosses structures, après, moi, je connais que ça, tu vois, j'ai jamais pratiqué l'entrepreneuriat, etc. Mais je pense qu'il faut une dose, en effet, presque de courage, mais pas le courage face aux autres, c'est le courage face à soi-même, de dire, et puis, tu sais quoi ? Allez, on y va. Et ça manque beaucoup. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois aussi chez certaines de mes collègues. Cette hésitation de « non, je risquerais de mal faire ». Ouais, alors, à la fois, on a le droit de se tromper aussi dans une carrière. On a le droit de se tromper en entreprise. On ne fait pas que tout bien. Mais oui. Et ça, il faut vraiment
se battre contre ses propres démons. Et ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et cette acceptation de sauter dans le grand bain sans les brassards, sans la bouée, sans le gilet de sauvetage. Tu vois. Ouais. Et ce que j'ai entendu dans ton manager Jérôme aussi, c'est au-delà de l'effet Pygmalion, où finalement, ce que tu disais, il avait plus confiance en moi que moi-même, il y avait aussi une belle culture de feedback. Ce que j'entends, c'est qu'il était capable de dire, ça c'est bien, mais peut-être que tu pourras améliorer ça en toute bienveillance. Bien sûr. Et donc c'est ça que j'ai entendu. Et ça, il faut aussi l'accepter. Tu vois, faut savoir le faire pour les managers. Alors, tout à fait. Et il faut savoir effectivement le recevoir. Et l'utiliser à bon escient. C'est pas que est-ce que j'ai coché mes objectifs de l'année. C'est comment est-ce que tu peux être encore meilleur, mais par des petites choses, des petites actions qui sont pas quantifiables et qu'on va peut-être pas d'ailleurs mentionner le jour de l'évaluation annuelle, mais voilà, de faire partager aussi son expérience et sa perception de son collaborateur. Et ça passe aussi par des échanges avec des tierces personnes, hein, tu vois, parce qu'il a fait une réunion avec un tel, tiens, au fait, j'ai fait une réunion avec Marie, elle est super, ou alors elle est bof, voilà. Donc ça, c'est quand même tip-top. Donc, dans ta carrière, tu es passé par plusieurs rôles, on l'a dit, à la gestion de projet, middle office, maintenant les investissements responsables. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as navigué entre ces différentes étapes, parce que c'est quand même des rôles qui semblent quand même différents. Je ne connais pas grand-chose, mais tu vas nous dire. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ces évolutions ? Donc là, j'entends que c'est des rencontres avec des managers un peu qui te poussent. Mais du coup, comment on évolue à travers ce parcours ? Alors, quand je regarde comme ça, quand je regardais il y a quelques années, je me disais que mon parcours avait ni queue ni tête. J'ai commencé par du droit, après j'ai fait de la gestion de projet business international, puis par hasard, j'ai débarqué dans une entreprise de gestion d'actifs, activité que je connaissais absolument pas, c'est-à-dire que j'avais absolument aucune connaissance. Et puis là, mon premier job, middle office. Donc c'est quoi ? C'est gérer les opérations des clients. Donc, tout ce qui est achat-vente de titres, cash, etc. Enfin, vraiment de la finance de marché. Et s'assurer en backstage que tout fonctionne bien. Pour faire une image, que toute la tuyauterie est correctement branchée et que l'argent que tu as donné ton client, elle va bien au bon endroit et puis elle fait ce qu'il faut en termes de vie financière. Donc, ton rôle principal, c'est de régler les problèmes du gérant d'actifs. Le monsieur ou la dame qui gère le portefeuille du client. Et tu te rends compte après, quand tu évolues, que le problème du gérant, c'est une chose, mais le problème du gérant, en fait, avant tout, c'est le problème du client. Et là, du coup, je suis passée du côté relation client. Ce qui faisait du sens pour mon manager d'avant, en disant, mais en fait, tu connais les problèmes du client, puisque tu les gères au quotidien depuis plusieurs années. Donc, quand tu vas lui parler, finalement, lui, ça va résonner. Voilà, vous allez avoir un terrain commun pour échanger. Donc là, finalement, je me suis retrouvée à faire un peu le même travail de facilitateur, mais pour un client avec cette relation client et finalement cette dimension commerciale. Et puis après, du coup, tu parles au client. Dans notre industrie, tu gagnes en visibilité. C'est-à-dire que tu passes de middle office à front office. Les gens qui gèrent l'argent et les gens qui parlent aux clients. Et alors là, c'est rigolo parce que on est dans un secteur où, quand tu passes front office, tu n'as plus la même dimension. Et d'ailleurs, tu prends un peu la grosse tête. Tu te dis, moi, ça y est, je suis là où il faut être. Bon, il faut redescendre assez rapidement, mais du coup, facilitateur d'un point de vue commercial, donc visibilité, et là, miracle, investissement responsable. Alors ça aussi, je dois remercier encore mes managers. David, déjà, qui m'avait embauché et qui a fait tout de suite cette connexion entre tu règles les problèmes en interne, mais en fait, tu règles ceux du client, donc tu vas savoir leur parler. Merci David. Et puis, ma N+2, qui m'impressionnait en plus beaucoup. Mais vraiment, j'hésitais à aller la voir, j'étais dans mes petits chaussons, elle était assez impressionnante. Et un jour, elle me dit, bon, écoute, ce serait bien que tu t'occupes de suivre les sujets d'investissement responsable pour notre plus gros client. Très bien, allons-y. Et là, je parle d'un moment où l'investissement responsable était vraiment assez balbutiement, c'est-à-dire que le côté investir durablement, ça n'évoquait pas grand-chose. Il y avait quelques petites choses qui existaient. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais le label ISR, tu vois, que les banquiers préconisent sur certains produits. Les gens ont plus en tête le côté RSE. Oui.
qui est plus connu, bien sûr. Qui est plus développé. C'est un peu le même principe, mais pour l'investissement, de se dire comment est-ce que je peux investir, entre guillemets, plus proprement, plus socialement responsable. Et elle me dit ça. Je dis, écoute, très bien. Je n'y connaissais encore une fois rien du tout. Et puis, donc petit à petit, je deviens dans mon équipe référente sur le sujet. Et là, du coup, les gens connaissaient mon nom sous le prisme, pas du tout de ce que j'avais fait avant, du middle office, de la relation client, mais de l'investissement responsable. Et encore aujourd'hui, quand il y a des nouveaux qui arrivent sur le plateau, on te présente Madame Investissement Responsable. J'ai un prénom quand même aussi, mais d'accord, très bien. Belle reconnaissance en même temps. Exactement. Et du coup, on revient sur Jérôme et le fait que, comme ça, ni queue ni tête, mais moi, quand je regarde maintenant avec le recul que j'ai l'impression de voir, tu vois, les pièces d'un puzzle qui s'assemblent et je dis, ce que je trouvais être parfaitement illogique, finalement, ça l'est. Et ça aussi, ça demande un effort personnel. Parce que on a tous en tête de dire plan de carrière. Et j'en suis absolument incapable. Et à la fois, ça me va très bien. Mais ça demande quand même peut-être de mobiliser un peu plus d'énergie, de mobiliser plus de patience et plus de curiosité. Tu vois, c'est faisons autre chose. C'est voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est quand même aussi révélateur. Alors c'est le moment autocongratulation, mais c'est quand même. Ça fait du bien. Mais oui, c'est quand même révélateur peut-être d'un goût pour le challenge aussi. Se dire, tu vois, on recommence. On se fait quand même un petit peu violence. Et pour revenir à la question d'avant sur finalement qu'est-ce qui m'a donné envie de rester aussi longtemps dans la même entreprise, je pense que cette histoire de mobilité, de se dire à tout moment je peux faire autre chose. Ouais. Et dans une grosse structure, pas donné à tout le monde. Alors, la mobilité, je pense qu'elle est gérée différemment selon les entreprises. Alors moi, du coup, je n'ai aucun recul parce que je ne connais que celle que je vis. Mais je reste assez convaincue, quel que soit le cadre, qu'il y a aussi quand même un investissement personnel à y mettre, qui va, comme je te le disais, demander de la patience, de l'énergie et cette acceptation de repartir de zéro. Dans ce que j'entends, que tu me partages, pour moi, il y a aussi, effectivement, si on se met en mode acteur, comme tu disais, un peu acteur de sa carrière complètement, il y a une forme de curiosité. Je sens chez toi quand même une forme de curiosité, d'adaptabilité, parce que finalement, on change de métier, on est à la même boîte, mais c'est presque comme si on avait changé de boîte concrètement. C'est vrai. Donc j'entends quand même... En gardant le confort. C'est ça. Ce qui est quand même super. C'est une forme d'adaptabilité, de curiosité, et effectivement le goût du challenge. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même un investissement personnel qui joue dans le fait que tu vas essayer autre chose et sortir un peu ou élargir ta zone de confort, j'aime bien dire ça. Donc c'est ça que j'entends et qui t'a permis d'évoluer, de faire peut-être cette grande carrière, en tout cas les opportunités qui se sont présentées et que tu as voulu saisir, voire peut-être que tu es allé chercher certaines fois par des attitudes, par de l'intérêt que tu as démontré, par... Encore une fois, moi, j'accorde énormément d'importance à cette notion de confiance. Pour moi, la vie en entreprise, c'est un contrat de confiance entre l'employeur... quelqu'un. Non. Entre l'employeur et le collaborateur. Et pour moi, elle n'est pas unilatérale. Et c'est à un moment, une entreprise, un manager va te confier sa confiance. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et ça se respecte et justement, ça nécessite de se mobiliser pour conserver cette confiance. Parce qu'après, mais je suis pas bien, je suis pas considérée. Alors, parfois, c'est tout à fait vrai et c'est parfaitement injuste et c'est des comportements qui sont pas acceptables. Mais je trouve qu'il y a aussi cet investissement personnel pour conserver ce lien de confiance qui fait que tu vas te sentir bien, tu vas te sentir parfois un peu plus libre, un peu moins parce que le job s'y prête pas ou le contexte ne s'y prête pas. Mais voilà, moi j'ai vraiment à cœur cette notion de confiance échangée. Réciproque. Ah oui, vraiment.
Au cours d'une longue carrière, je peux imaginer qu'il y a des moments où, même si on est fidèle à l'entreprise, il y a des moments où on peut rencontrer effectivement peut-être plus de difficultés, où on se sent peut-être un peu bloqué. Voilà, on n'est pas forcément confortable. Est-ce que déjà des moments comme ça se sont présentés dans ta carrière et comment tu as fait pour un peu les dépasser, voire les transcender? Ouais. Alors oui, déjà. 18 ans, c'est long. Et 18 ans, c'est pas linéaire. Tu vois, t'as ton évolution personnelle. Toi-même, tu évolues, tu vieillis, tu mûris, tu passes à autre chose. Tu as des enfants, donc tu revois tes perspectives. Enfin, il y a plein d'éléments exogènes aussi à l'entreprise qui font que tu vas changer ta perception de ton environnement de travail. Et c'est OK. Mais je pense que ces phases de transition ne sont pas toujours simples à négocier. Du coup, ce que tu trouvais super la veille, l'est peut-être un petit peu moins le lendemain. Et puis, tu peux aussi t'enfermer dans un peu une période plus négative. Et oui, moi, j'ai eu des périodes et c'était entre mes 2 congés maternité. Donc, je ne saurais plus trop le dater, mais je te dirais 2013-2014, quelque chose comme ça, où j'étais vraiment pas bien. Je m'ennuyais dans mon poste. Je pense que j'en avais fait le tour. Et ça, l'ennui, je pense que c'est devenu un vrai sujet en entreprise. Et les politiques de mobilité, ils sont pour beaucoup. Je m'ennuyais. J'avais envie de faire autre chose, mais ça patinait. Tu vois, la mobilité, on n'y était pas. Donc, ça créait des frustrations. Parce qu'il y avait des jobs auxquels j'avais postulé. Puis ça ne s'est pas fait pour plein de bonnes raisons, en plus, avec du recul. J'étais plus si bien que ça dans mon équipe. Je m'entendais plus très bien avec mes collègues. Donc, ça m'était devenu pénible d'aller au travail. C'est-à-dire que je sais que même mon mari était inquiet parce que à la fin de cette période, alors, j'ai jamais atteint le point de rupture, ce fameux burn-out, et tant mieux pour moi. Mais quand même, je pleurais un matin sur 2 pour aller au bureau. Et ça, des signaux. Tu peux pas le vivre éternellement et tu peux pas l'accepter. Il faut pas l'accepter. Enfin, voilà. Et du coup, comment est-ce que j'ai rebondi? D'une part, j'ai eu cette perspective de mobilité. Ça, je pense que ça m'a vraiment sauvée. Tu vois, c'était le truc bouffer d'air frais. Quelqu'un estime mon travail et je vais faire autre chose. Donc ça, je pense que ça a été hyper important et ça a été décisif. Après, le cadre personnel, je pense aussi, hors bureau, joue pour beaucoup. D'être soutenu. Moi, c'était mon mari qui m'a vraiment toujours beaucoup soutenue, qui m'a toujours beaucoup répété qu'il avait confiance, que j'allais réussir, etc. Avoir quelqu'un qui vous le martèle, même si vous avez une piètre image de vous, ça finit quand même par faire son chemin. Et de se dire qu'après le bureau, j'ai quand même aussi autre chose. Je ne suis pas seule. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis. Il se passe des choses. Donc, je pense que ça a été un peu ma bouée de sauvetage de réussir à débrancher le cerveau professionnel passer la fin de journée. Et puis après un tempérament aussi où le fameux a touché le fond mais peut rebondir. C'est vrai, c'est que je pense que j'ai cette chance d'être volontaire, de pas accepter l'abattement. Mais parce que je pense que je n'avais pas atteint ce point de rupture. Quand tu as atteint ce point de rupture, c'est tout à fait autre chose. Mais oui, ce sentiment un peu dépressif du travail, enfin, comme tu le disais, aller au travail en pleurant, c'est un signal qui est quand même assez alarmant. Et puis pour des choses qui sont, quand tu les prends une à une, qui ne sont pas très graves, tu n'es pas harcelé, tu es correctement considéré, même ton manager te dit que tu travailles bien. Oui, mais travailler bien n'est pas suffisant. Moi, je veux aimer travailler. Et délivrer de la performance versus aimer travailler, quand même 2 choses bien différentes. Juste une précision, parce que c'est quoi ces collègues, les relations avec les collègues? Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'effectivement, c'est quand même un moteur pour eux. Ils vont au travail et ce qui est important, c'est les relations. Dans les statistiques, on voit que c'est un des moteurs de motivation de continuer à venir travailler ou à travailler pour la même entreprise. C'est la relation qu'on a avec ses collègues. Donc, qu'est-ce qui fait que cette relation avec ses collègues, qu'est-ce qui fait qu'elle a évolué? En fait, c'est rigolo. Alors, je suis peut-être paranoïaque, mais quand je suis rentrée de mon premier congé maternité,
J'ai tout fait la même année, hein, le mariage, je me suis même mariée enceinte. Donc, tout s'est fait vraiment sur une période très condensée. Euh, je pense que c'est pas que eux. C'est moi, mes aspirations ont changé. Et tu sais, tu disais l'ambition. J'avais envie d'aller faire autre chose, quelque chose de plus valorisant. Alors, c'est pas méchant pour ceux qui font ce travail-là, mais qui, moi, me valorisait plus, me mettait plus dans la lumière. Et je pense que d'avoir nourri cette ambition a peut-être été mal perçu aussi par mes collègues. Et peut-être parce que mon comportement n'était pas adéquat, tu vois. Peut-être que je suis d'un coup passée en rentrant de congé mat un peu pour une pain bêche. Donc, faut pas mettre tout sur le dos des autres. Peut-être que moi aussi, mon comportement était plus en adéquation avec notre vie d'équipe. Et j'avais ce sentiment aussi que les gens nourrissaient de la jalousie. Alors, je pense que là, encore une fois, c'est multifactoriel parce que je suis mariée en entreprise. Mon mari travaille dans la même entreprise. Okay. Alors, tu vois, il y a un petit côté quand même, on vit entre nous. Et donc, plein de choses comme ça. Et puis, des micro-événements, mais hyper désagréables. Je me souviens, il y avait une femme qui travaillait à 2 bureaux de moi, qui, quand je suis rentrée de congé maternité, avait décrété que je parlais trop fort. Ce qui était probablement le cas avant, mais elle avait dû connaître le calme en mon absence. Et quand j'étais au téléphone avec, pour mon boulot, en plus pas de la conversation, elle faisait exprès de se rapprocher de mon bureau pour faire du bruit, pour me déranger, à claquer ses tiroirs, à crier, plein de micro-événements qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi donc plus trop d'interaction en fait aussi avec ses collègues et tu te sens seule. C'est ce sentiment de solitude. Ouais, je vois. Donc, c'était pas rigolo. Pas très confortable. Non. Tu es dans une activité d'investissement responsable, tu l'as dit. Alors, comme il y a beaucoup de washing en ce moment, certains pourraient dire justement que c'est encore une forme de greenwashing. Donc, qu'est-ce qui est différent ? Selon toi, comment tu identifies un engagement sincère d'un simple, tu vois, un plan marketing bien ficelé, quoi ? Qu'est-ce que tu dirais à cela ? Alors, je regarderai la caméra et je dirais, en fait, déjà, il ne faut pas se tromper. Le marketing, c'est un outil au service d'une conviction et pas l'inverse. Alors, ça peut paraître très corporate ce que je te dis, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, évidemment, on va communiquer sur nos ambitions climatiques, sur la volonté de faire mieux, en tout cas d'investir différemment, plus proprement. Mais en tout cas, moi, j'y vois quand même une part de sincérité. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Enfin, tu vois, il y a aussi cette opportunité. Dans tout domaine d'activité, il y a cette histoire de mode. Et puis, plein de gens surfent dessus. Et les mauvaises langues diront que j'ai surfé sur cette vague. Alors, oui, j'ai saisi une opportunité. Est-ce que c'est si grave ? Je ne pense pas. Mais oui, pour en revenir ça, c'est... On a le droit, quand on est un gestionnaire d'actifs, d'avoir des convictions et d'essayer à son niveau de les mettre en œuvre. Alors, on ne fait pas tout bien tout le temps. Et il y a peut-être eu, en effet, dans mon secteur, des abus de communication. Mais il faut quand même reconnaître qu'autour de l'investissement responsable et à la fin des fins, sur tout ce qui est transition énergétique, transition sociale, etc., il y a quand même un consensus social. Alors oui, il y a des climato-sceptiques, ok, super. Mais il y a un consensus social sur cette notion de durabilité. Eh bien, à un moment, le secteur financier a le droit de participer à ça via le financement. Et ce n'est pas un gros mot. Enfin, aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de financement. Donc, est-ce qu'un gros acteur du secteur donne ce financement à des entreprises A, B, C, de tel secteur, de telle région, sans quelques garanties extra-financières ? Ben non. Et ça, c'est l'expression pour moi d'une conviction de on met des standards en place, on fait en sorte de participer, de mettre sa pierre à l'édifice. Alors oui, le marketing est présent, je ne peux pas le nier, mais il n'y a pas que ça. Puis moi, en plus, ça fait quand même, en comptant ma vie d'avant, je frôle les 10 ans d'investissement responsable. Ce qui fait de moi une vieille dame de l'investissement responsable, parce que ce n'est pas un sujet qui est si vieux que ça. J'ai vu les débuts dans mon entreprise, où on était quand même pas bien nombreux. Et j'ai vu cette volonté, un peu presque entrepreneuriale, de développer des choses, de développer des solutions, de se mettre au niveau aussi
de communication des clients pour qu'ils comprennent. Parce qu'un client, tu peux le convaincre de plein de choses sur plein de domaines. S'il ne comprend pas ce que tu dis, tu l'embarques pas. Ben non. Donc moi, j'ai vu cette évolution et non, il n'y a pas que du marketing. Oui, encore une fois, c'est un élément du travail. Et on a quand même besoin de rentabilité et de vendre nos produits. Mais comme dans tout secteur. Oui, à un moment, si tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne ne le sait, il va rien se passer. Donc j'entends que, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ta formule, c'est finalement le marketing au service de convictions. Oui. Et ça, tu sens chez tes clients, tu sens des vraies convictions. Alors, chez certains, pas chez tous, parce que tu vois, comme pour la RSE, on est quand même rentré dans un mode assez accepté et un mode un peu je coche la case. Ok. Donc oui, évidemment, mais dans les entreprises, dans n'importe quelle, l'entreprise qui fait un rapport RSE, il a aussi cette volonté de satisfaire son actionnaire, la communication externe. Et là, on ne dit pas greenwashing, tu vois. Alors, à part sur des grosses entreprises avec des secteurs d'activité controversés, dont j'éviterai de citer le nom, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est pareil chez nous. Nous, on va nous accuser de greenwasher. Alors, on peut aussi prendre le contre-pied et dire, ne faisons plus rien. Tu vois Donc, et là, on viendra aussi te dire, oui, mais c'est pas acceptable. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que faisons-nous? Et donc, les clients, il y en a certains qui sont vraiment convaincus, d'autres qui se sont laissés embarquer, qui sont arrivés en mode, mon actionnaire me le demande, faut le faire. Et puis, tu le vois, il se prend au jeu. Il va trouver le sujet intéressant. Quand il trouve le sujet intéressant, il va te poser des questions, il va te challenger, il va dire, mais du coup, on pourrait même pas faire un peu mieux. Et finalement, il s'est pris à ton jeu et tu as une relation aussi qui est durable, sans mauvais jeu de mots, mais où tu arrives à l'embarquer sur des sujets qui vont dépasser cette notion de communication externe et de valorisation de lui, son entreprise. Notion de confiance aussi, je pense que tu adores. Ce fil rouge. Bon, petit point un peu noir, c'est vrai que l'annonce a été faite. Ouais. J'ai vu au mois de décembre que l'activité du coup investissement de ton entreprise a été rachetée par un grand groupe bancaire français. Ouais. Dans cette période que j'imagine un peu de transition / peut-être turbulence, je ne sais pas. Qu'est-ce qui, toi, te semble un peu essentiel pour des gens à qui ça arrive et ça, voilà, pour quand même soutenir les collaborateurs et maintenir une forme quand même de dynamique. On ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se passer. Là, tu me parlais de sujets sur les locaux. Bon, donc il y a forcément des sujets qui s'ouvrent. Mais comment on garde quand même, pour toi, ce qui est essentiel pour garder les collabs à bord, quoi, et en mouvement et dans une certaine dynamique. Alors, c'est pas simple et honnêtement, je pense que le management a un rôle pas simple là-dedans et je pense que trouver les leviers, c'est quand même un beau challenge. Après, moi, j'ai, en tant que collaborateur et pas en tant que manager, éviter la paranoïa. Alors, ça paraît un peu... j'enfonce une porte ouverte, mais on reste en France. On est sur des processus qui sont très longs. Entre l'annonce et le moment où on va fusionner avec nos futurs collègues, il va se passer beaucoup de temps. Éviter la paranoïa parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos en fait. T'as pas d'accès à l'info, t'as pas le plan de vol, tu sais pas où tu vas atterrir. Il serait quand même assez facile de commencer un peu à essayer de se faire une place en amont, quoi, de louvoyer pour être le premier sur la ligne d'arrivée. Bon, sauf que moi, la ligne d'arrivée, là, je l'ai pas encore en visu. Donc, je trouve ça inutile de gâcher de l'énergie là-dessus. Je préfère passer du temps à bien faire mon travail pour le moment et on verra après. Donc ça, c'est tout à fait personnel. Je m'économise. Mais voilà, éviter cette paranoïa entre collègues. Parce que pour moi, c'est un truc qui peut devenir toxique. Et honnêtement, du retour de vacances où on a eu l'annonce et maintenant, en septembre, j'angoissais un peu de retourner au bureau. Non pas à titre personnel, mais justement pour pas s'enfermer dans ces discussions de machine à café. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai entendu dire ça. C'est probablement faux. J'ai entendu ça. Et puis voilà. Et puis, tu sais, Martine de la compta, on est d'accord, voilà. Donc, j'angoissais énormément de tomber dans ces travers. Donc, je pense que là, on est tous aussi acteurs. Essayer de rester un petit peu la tête froide. Et ça, c'est pas que les managers. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception. Je vous donne de leçons à personne, hein, mais voilà, de pas rentrer dans
cercle de paranoïa et qui, pour moi, est contre-productif et usant, je pense, sur le long terme. Et encore une fois, c'est l'employeur, honnêtement, calibrer la dissémination de l'information, ça, c'est hyper compliqué et pourtant, c'est clé. C'est-à-dire que là, tu as en face de toi, nous, on est dans le monde, on frôle les 3000 collaborateurs. Beaucoup de gens comme moi, qui sont là depuis très longtemps, parce que j'ai regardé là, avant le podcast, on a quand même une ancienneté moyenne de 8 ans, ce qui est assez élevé. Donc, des gens qui sont globalement bien informés, qui connaissent le business et qui sont attachés à la boîte. Quand tu es attaché à la boîte, tu as plus peur que les autres, probablement. Et donc, moi, je pense que la calibration du niveau d'information par le manager, elle est clé. Il faut que je lui en donne suffisamment pour le rassurer, mais point trop d'infos parce que sinon, il va surangoisser. Et honnêtement, je pense que trouver cette balance, et ça vient en plus du senior management, c'est pas ton management intermédiaire. Lui, il va juste être réceptacle et puis il va faire passer le message, si tu veux. Et ça, c'est pas simple. Et sur la durée, chapeau, hein, parce que ça va être long. Ok, donc pour toi, on est sur un sujet d'information suffisamment pour pas que les gens soient un peu dans leur psychose, voilà. Et puis pas trop parce que finalement, quand on sait pas jusqu'où ça va aller, peut-être en donner trop en amont. Et j'ajouterais quelque chose, c'est qu'il faut, pour moi, en tout cas, je le perçois comme ça, continuer à valoriser tes collaborateurs. Parce que, c'est ce que je te disais à l'instant, c'est que moi, à part continuer à bien faire mon travail, j'ai pas vraiment d'autre choix. Et donc, c'est de se dire aussi, bon, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais j'ai peut-être quelque chose à apporter, en fait, à celui qui va me racheter. Et je pense que les managers, pour le coup, ont un rôle à jouer là-dedans, de continuer à valoriser les équipes. En disant, en effet, je ne sais pas qui sera là dans un an, mais je suis sûre qu'on a des choses à leur apporter. Et toi, ta force, c'est ça. Toi, ta force, c'est ça. Et mettons en commun aussi cet effort et montrons-leur, alors peut-être qu'on échouera, mais montrons-leur notre valeur et qu'on a quelque chose à apporter dans la future structure. Et ça, c'est un message qui finalement est quand même un peu plus positif que celui que je viens de donner, que évitons d'être parano. Mais tu vois, ça peut aider à traverser les turbulences. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de garantir quoi que ce soit non plus. C'est hyper inconfortable pour un manager. Oui. Tu vois ? C'est clair. Toi, tu l'as dit, tu as eu plusieurs expériences finalement en 18 ans. Et quand on en a parlé, tu m'as dit, je me sens un peu comme un intrapreneur finalement, c'est-à-dire un entrepreneur au sein de ta propre boîte. Qu'est-ce que c'est pour toi l'intrapreneuriat ? Et dans tes expériences, qu'est-ce qui ressemblait pour toi à ça en fait ? Et en quoi ça peut être positif pour les collaborateurs et pour la boîte finalement ? Ouais. Alors, au cas où mon manager regarderait, je le suis beaucoup moins maintenant. Pourquoi ? Parce que moi, je suis arrivée à un moment où ce que je faisais était balbutiant. Il n'y avait pas trop de cadres, il n'y avait pas trop de normes. J'étais un peu électron libre et ça convenait à tout le monde, c'était pas le problème. Maintenant, on est revenu un peu plus dans le rang, un peu plus cadré et ça me va tout aussi bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... voilà. Donc, c'était quoi ? C'était une feuille blanche, en fait, sur des sujets sur lesquels tu es arrivée ? Quasiment. Okay. Et du coup, tu vois, si je devais mettre des mots sur cette phase, c'est déjà l'autonomie. Parce qu'au final, mon manager, le fameux Jérôme, me manageait... S'il n'a pas les oreilles qui sifflent... c'est clair. me manageait en tant que senior. Donc, il n'avait pas besoin de savoir, il n'en avait pas envie d'ailleurs, ce que je faisais au quotidien, etc. On faisait des points, évidemment. Et moi, je lui partageais mes challenges, mes interrogations, mais je n'étais pas appelée au tableau pour faire un rapport circonstancié de ma journée ou de ma semaine. Donc, autonomie, ça j'adore. Moi qui suis tout sauf scolaire, alors ça, tu te dis, waouh, en entreprise, j'ai le droit d'être autonome. Alors, mon mari m'a fait rire, m'a dit, ouais, mais t'as plus 25 ans non plus. Bon, c'est vrai. Tu sais ce qu'il est désagréable ? Oui, il faut quand même accepter sa maturité en entreprise. Feuille blanche, construction. Tu vois, le sentiment, pour la première fois quasiment, d'avoir construit quelque chose qui était utile pour la boîte. Alors, pas forcément à grande échelle. Et justement, je vais te livrer une petite anecdote. Les enfants sont formidables. Il n'y a pas très longtemps, mon fils me dit, mais maman, mais vous êtes combien à faire ton métier dans l'entreprise ? Alors là, moi, je pompe le torse, je fais, mais mon petit chéri, je suis quasiment toute seule à le faire. Il me regarde, il me dit, mais pourquoi t'es fière ?
Je dis, bah attends, il n'y a que maman qui sait le faire. Il dit, bah si t'es toute seule à le faire dans une entreprise de 3000, tu peux peut-être te poser des questions, c'est que c'est peut-être pas très utile. C'est gosse, quelle ingratitude. J'ai trouvé que c'était d'une violence, mais je me suis raccrochée à ça de dire, wow, alors, ok, t'as pas de recul, mon petit chat, t'as 13 ans, c'est normal. Mais justement, c'est de se dire, j'ai construit des choses. J'ai construit des relations avec les commerciaux. J'ai construit des relations avec les clients. J'ai proposé des choses qui ne se faisaient pas, du contenu qui était nouveau. J'ai formé des équipes nombreuses. En plus, double challenge en plein Covid, en visio, un truc un peu sympa, sur des notions qui leur étaient parfaitement étrangères. Bah ça, pour moi, c'est construire. C'est construire une nouvelle page, c'est construire une nouvelle activité. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était une phase vraiment très épanouissante. Maintenant, on est un peu plus rentré dans le cadre, mais c'est bien aussi. Ça repose un petit peu. Et puis, et du coup, une sensation sur l'entrepreneuriat d'énergie. Tu sais, d'être aux commandes, d'être responsable de ce que tu fais et de te dire, ouais, ben, j'ai envie de m'investir. Et pour moi, quand j'ai envie de m'investir, moi, ça décuple mon énergie. Au contraire, ça me fatigue pas. C'est, allez, donnez-moi encore. Tu vois. Donc ça, tout en ayant le confort d'une grosse structure. Est-ce qu'on peut rêver mieux? À ce moment-là, moi, honnêtement, je pouvais pas rêver mieux. Et ça a été, je pense, une explosion pour moi dans ma carrière. Tu vois, ce déclic qui ont fait que j'ai aussi fait sauter pas mal de verrous perso sur ce fameux complexe de l'imposteur. Mais non, eh ben oui, je sais le faire et je n'ai même pas m'en excuser d'ailleurs. Ouais, tu vois, je pense que ça a été un déclic hyper important, une sorte de virage dans ma carrière. Et aujourd'hui, même en étant plus retournée dans un cadre plus classique, ben ça me va bien parce que j'ai vécu quelque chose d'assez inédit. J'ai construit aussi des choses que j'utilise toujours. Donc, tu as cette petite satisfaction du travail accompli. Donc, c'est une phase qui a été, je pense, structurante sur mon plan de carrière. Toi, tu encadres plus particulièrement des stagiaires et des apprentis. Oui. Qu'est-ce qui peut-être est un peu plus spécifique dans l'accompagnement de cette population de collaborateurs? Parce que je pense à nos stagiaires, à nos alternants. L'idée, c'est toujours qu'on a envie de les garder. Donc, comment, tu vois, dans l'expérience collaborateur, qu'est-ce qui fait, toi, en tant que manager, que tu arrives à peut-être leur donner envie de rester, de postuler dans la boîte après leur expérience? Alors, moi, je trouve que le manager, enfin, en tout cas, quand tu veux bien le faire, du stagiaire ou de l'apprenti, c'est un très, très gros challenge. Surtout, moi, en vieillissant. Parce que appréhender l'intergénérationnalité. Alors, heureusement, j'ai des enfants, mais ça fait pas tout. Ouais, c'est manager ce gap générationnel qui est pas simple. Et surtout, à mon sens, éviter de laisser un fossé se creuser. Oui, le jeune en sait moins que le moins jeune. C'est vrai. Oui, le jeune n'appréhende pas la vie en entreprise comme moi je l'ai appréhendé ou comme je l'appréhende encore. Bien que tu vois, la vie au travail a quand même vachement changé en 5 ans depuis le Covid. Donc, bon, je pense que là, on est un peu moins différent qu'on aurait pu l'être il y a 5 ans. Oui, le jeune met une prime au bien-être dans sa vie professionnelle. Est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'il n'a pas raison? Donc, je pense que plus tu deviens senior, plus il faut réussir à appréhender, ne pas laisser s'installer le fossé. Parce que, en fait, c'est les futurs managers de demain, c'est les futurs toi. Et que si tu n'as pas envie qu'ils se lassent, qu'ils arrivent à comprendre qu'aujourd'hui, oui encore, on peut s'investir dans une entreprise, même une grosse entreprise, que le bonheur n'est pas que en start-up ou à élever des chèvres dans le Larzac, si je tire la caricature de la nouvelle génération. Et je pense qu'on a une responsabilité de donner envie à ce jeune, j'ai horreur de dire ça, mais voilà. Et par quoi ça passe? Par la transmission. Je vois plein de personnes qui refusent de transmettre. Non, parce que c'est à moi. Chasse gardée. Ah bah c'est moi qui fais bien. S'agirait quand même pas qu'on voit qu'un jeune qui a moins d'expérience y arrive aussi
Eh ben non, au contraire, forme-le, transmets-lui le contenu, transmets-lui le savoir-être. Parce qu'encore une fois, moi, j'embauche pas qu'un savoir-faire. J'embauche un savoir-faire et un savoir-être. L'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, moi, je mets une prime au feeling, comme tu as pu quand même un petit peu le comprendre au fil des échanges. Et du coup, voilà, moi, j'axe vraiment sur la transmission. Et je pense que je suis pas trop mauvaise parce que mes apprentis, je les garde 1 ou 2 ans, ça dépend. Il arrive un moment toujours où il frappe à la porte. Oui, Marie, là, je suis en train de postuler à ça, qui est pas forcément dans mon domaine, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un entretien, ça t'embêterait de m'aider à le préparer, voilà. Et du coup, alors, c'est un exercice où tu peux pas t'empêcher de regarder ton propre parcours. Et comme on a pu le voir, j'ai un parcours qui est un peu linéaire, qui a été fait de haut, de bas. Et ça, c'est un message, et je pense qu'il résonne chez eux aussi. Mais tu sais, là, tu es en train de chercher ton premier emploi. Alors oui, c'est structurant. Mais est-ce que ça l'est tant que ça? Est-ce qu'après, il n'y a pas une vie après ton premier CDI? Est-ce que tu n'auras pas la possibilité de faire autre chose dans le même secteur, dans un autre secteur? En fait, n'aie pas peur et tu as le droit de te tromper. Et je pense que tu vois, ce message, ça fonctionne bien, ils accrochent bien. Et je sors du pur cadre de leur apprendre quelque chose dans mon domaine de la finance. Et c'est un accompagnement plus global qui, je pense, peut, pour certains profils, être satisfaisant et en tout cas leur apporter quelque chose. Bah, t'es modélisante parce que t'es finalement un exemple, un pur produit de on peut faire plein de choses. Oui, c'est vrai. On peut partir de là et puis finalement arriver carrément ailleurs qu'on ne soupçonnait pas et eux ils en sont à ce point de départ et seule la vie verra et dira où ils peuvent arriver. Et je comprends qu'ils aient du mal à le projeter. Enfin, j'étais probablement dans le même état il y a 20 ans, tu vois. Mais voilà, donc moi j'aime, voilà, c'est cette notion de transmission, de pas laisser ce fossé générationnel se creuser. Les jeunes et les vieux peuvent bien s'entendre. Enfin, tu vois. Vieux, excuse-moi, là tu... Les plus vieux, les plus âgés. Non mais bon, moi, je frôle quand même les 20 ans de carrière, tu vois. Donc, Oula! Non mais pour un jeune diplômé, ça paraît énorme, surtout quand tu dis dans la même entreprise, ils te regardent avec des yeux comme ça. Et après, ce que tu disais sur comment est-ce que je veux les garder, alors généralement, moi, je veux bien les garder. C'est ma structure qui veut pas. Rapport à l'argent. Donc, malheureusement, alors, c'est rigolo parce que faudrait que je recompte le nombre d'apprentis que j'ai eu, mais je dois être à mon 6e, quelque chose comme ça. Et la plupart, alors c'est une petite fierté, n'avaient jamais fait d'investissement responsable auparavant, comme moi, finalement. Et ils ont tous quasiment topé un job dans ce domaine-là. Alors, pas chez moi. Belle fierté quand même. Mais je me dis, j'ai quand même... T'as suscité l'intérêt. Voilà. Donc, je trouve que j'ai bien travaillé là-dessus. J'en ai 2 qui sont restés dans l'entreprise, pas avec moi. Mais là, tu vois, pareil, très supportive. Je vends le produit. Je dis, je peux pas le garder, mais vraiment, il est super. Tu vas pas regretter ton choix. Et c'est rigolo parce que ma première apprentie, quand j'ai pris le poste, on travaille encore ensemble au quotidien. Dans 2 unités différentes. Et où elle est... très mignonne, Julie, elle me forme du coup sur le parler jeune pour que je sois pas trop en décalage, tu vois, avec les nouveaux. Et donc, elle me reprend régulièrement en disant « Non, ça, Marie, ça ne se dit plus. » Mais ce qui me fait rire, c'est qu'elle est plus si jeune que ça, parce qu'elle frôle quand même, elle doit être sur 27 ans. Oh là, voilà, mais elle se considère vieille. Et elle me dit « Non, mais tu sais, maintenant, le parler jeune, je suis un peu déconnectée, même moi, je me fais avoir. Va falloir qu'on trouve une autre bonne âme. » Mais tu vois, c'est aussi d'entretenir cette relation et pas d'être fermé et de rester accessible, même quand tu es senior en entreprise. Ils ont des choses à nous apporter. C'est évident. On arrive à la fin du podcast, à la fin de cet épisode. Qui tu aimerais entendre dans un futur épisode de Résonance? Qui pourrait s'asseoir à ta place? Alors, je préviens, la chaise est très confortable, donc n'hésitez pas à venir. Moi, j'ai pensé à une personne que je connais, que j'apprécie, dont je suis assez admirative du parcours. C'est Bérénice Bougard, qui a eu un parcours très technique, d'ingénieur, et qui a eu, elle aussi, plusieurs vies dans sa vie. Elle a travaillé en plus dans des environnements pas simples, des plateformes offshore, c'est quand même pas simple, et je pense surtout pour une femme dans un milieu très masculin. C'est quelqu'un qui est une manager investie, qui
qui est investie pour ses équipes féminines aussi, beaucoup. Et puis, au fil du temps, elle a changé de travail et on a un sujet qui nous rapproche parce qu'aujourd'hui, elle est responsable de la décarbonisation pour une entreprise de transport. Donc forcément, ça me parle. Elle est engagée, dynamique et elle travaille sur la décarbonisation. Donc je pense que c'est un bon passage de micro. Puis tu la présentes tellement bien que j'ai déjà hâte de la rencontrer. En tout cas, merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Résonance. Marie, un grand merci, Sarah. d'être venue. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.